Bonjour, nous allons discuter aujourd'hui la première arme thérapeutique dans la prise en charge du diabète sucré, qu'il soit de type 1 ou de type 2, c'est l'insulinothérapie. Et avant, nous allons commencer par quelques mots d'introduction. Il faut savoir que le diabète est l'une des plus grandes crises de santé du 21e siècle. C'est une urgence mondiale. À l'aide d'une meilleure sensibilisation et d'avancées dans le traitement du diabète à chaque édition de l'Atlas de l'IDF, nous avons pu avoir une augmentation du nombre de diabétiques. Donc, on estime le nombre de diabétiques en 2015 à 415 millions et on s'attend à avoir 642 millions en 2040. C'est une menace, comme vous l'avez vu, galopante. Elle constitue la première cause de cécité et de mortalité cardiovasculaire chez l'adulte. C'est la deuxième cause de néphropathie et c'est une pathologie qui est pourvoyeuse d'infections et d'handicaps moteurs. Donc, toutes ces anomalies vont altérer la qualité de vie et augmenter le coût de sa prise en charge. Commençons d'abord par l'insuline. Il faut savoir qu'au début, il y avait des insulines d'origine animale, avec l'utilisation de l'insuline bovine ou porcine. Elle diffère de l'insuline humaine par ses séquences en acides aminés. Et on a aussi des insulines humaines, donc à partir des années 70-80, ils sont issus de génie génétique, avec l'insertion d'un gène codant pour les chaînes A et B de l'insuline humaine dans l'ADN de la bactérie qui était l'Escherichia coli. On a dernièrement une nouvelle génération d'insuline qui sont les analogues de l'insuline humaine, issus aussi du génie génétique, où plusieurs acides aminés de la protéine normale ont été remplacés en vue de modifier aussi bien la cinétique que la solubilité de l'insuline. Prends l'exemple de l'insuline, donc l'Ispro. On a eu une modification de la proline en position B29. L'asparte, donc on a eu une modification donc de l'acide aminé et l'insertion de l'asparte donc en position B28. Et la glargine, où il y a eu donc trois types donc de modification des acides aminés en position 21, 31 et 32. Qu'en est-il maintenant des classifications des insulines? Ce qu'on a sur le marché, donc ce sont des insulines qui sont classées en fonction. On a d'abord les insulines rapides qui a un début d'action de 30 minutes, un pic d'action aux alentours de 1 à 3 heures et une durée d'action de 8 heures. L'injection doit se faire 30 minutes avant chaque repas. L'objectif, c'est d'avoir un pic d'insuline qui permettra de contrôler l'apport glycémique du repas qui a été pris par le patient. Donc on parle d'insuline prandiale et la dose sera adaptée selon la mesure de la glycémie préprandiale. Si la glycémie préprandiale est élevée, hors objectif, donc on modulera la dose de l'insuline avant de faire l'injection. Et on vérifiera l'ajustement donc de cette dose 1 à 2 heures après. Deuxième type d'insuline, toujours selon la durée d'action, c'est les insulines semi-lentes. Et on a deux types, il y a les monophasiques et les biphasiques. Les monophasiques en vert ont un début d'action de 1h30 minutes, un pic d'action de 4 à 12 heures et une durée d'action qui peut aller jusqu'à 24 heures. L'injection peut se faire le soir au coucher, on parle ainsi d'insuline basale. Elle peut être associée à une injection le matin pour couvrir toute la journée. On a aussi les insulines semi-lentes biphasiques. On les appelle biphasiques parce qu'elles sont composées donc d'une proportion d'insuline rapide et d'une autre proportion d'insuline lente. Leur début d'action est de 30 minutes, ça correspond à l'insuline rapide qu'elles contiennent. Le pic d'action est de 2 à 8 heures et la durée d'action est de 24 heures. Donc vous avez 30% d'insuline rapide et 70% d'insuline MPH. L'objectif de ces insulines semi-lentes biphasiques, c'est de fournir une insuline basale et un bolus donc au moment des repas. Donc ça permettra de diminuer le nombre d'injections d'insuline. On utilisera 2 ou 3 injections par jour, toujours 30 minutes avant les repas. Les insulines toujours semi-lentes biphasiques ont l'inconvénient d'être rigides dans le rapport basal-bolus. Donc elles ne permettent pas d'adapter les doses en fonction de la glycémie. Et donc elles seront peu indiquées dans le traitement du diabète. La nouvelle génération des insulines, c'est les insulines, les analogues de l'insuline. Et donc, on en a plusieurs types, rapides, semi-lentes et lentes. Commençons par l'insuline d'action ultra rapide. Donc, c'est un homologue de l'insuline humaine ordinaire pour lequel il y a eu une modification d'un seul acide aminé qui est l'insuline, donc proline. Donc, il sera remplacé par l'acide aspartique à la position B28, comme vous pouvez le voir ici en rose. Les insulines d'action ultra rapide ont un début d'action donc plus court que l'insuline traditionnelle rapide de 10 à 20 minutes, un pic d'action qui est de 1 à 3 heures et une durée d'action qui est plus courte que l'insuline traditionnelle de 3 à 5 heures. Leur pic d'action est plus rapide avec une durée d'action plus courte.
Leur injection se fait juste avant le repas, à la différence des insulines traditionnelles, on fera l'injection 30 minutes avant le repas. Elle permettra ainsi d'éviter les pics glycémiques donc précoces et elles doivent être associées à une insuline lente pour couvrir les insulines, les analogues de l'insuline pré-mélangés. Donc ils contiennent une proportion d'analogues à action rapide et une proportion d'analogues à action intermédiaire. Donc le début d'action dépendra donc de l'analogue d'insuline donc rapide qui est contenu donc de ce mélange, dans ce mélange. Donc elle est de 10 à 20 minutes. Le pic d'action est de 1 à 4 heures avec une durée d'action qui peut aller jusqu'à 24 heures. Donc ce sont des analogues d'insuline pré-mélangés semi-lents. Les analogues lents, ils sont aussi obtenus par fixation d'un acide gras en position B29, comme vous pouvez le voir sur la photo, et la suppression d'un acide aminé qui est la thréonine en position B30, ce qui lui confère une durée d'action qui peut aller jusqu'à 24 heures. Cette solution, elle est limpide et neutre, et après son injection, elle va se lier à l'albumine pour permettre une libération progressive sur les 24 heures. Quels sont les avantages de ces analogues de l'insuline par rapport aux insulines traditionnelles? Les analogues rapides ont une absorption et un début d'action plus rapide avec une durée d'action plus courte, donc ils permettent un meilleur contrôle de la glycémie postprandiale. Quant aux analogues lents, ils ont une meilleure stabilité de l'insulinémie basale, moins de pics d'insuline, donc moins d'épisodes d'hypoglycémie, donc ce qui leur donne donc tout l'avantage. Donc on aura une meilleure qualité de l'équilibre glycémique et par conséquent un meilleur confort de vie. Qu'en est-il des modes d'administration de ces différentes insulines? Les dispositifs disponibles sont des seringues. Ils sont de 2 longueurs d'aiguille et 3 modèles de seringues de 0,3 ml, 0,5 et 1 ml avec des aiguilles de 8 mm, 8 à 12,7 mm et de 12,7 mm. Donc on a le 0,3 ml en haut et à droite, le 0,5 ml en bas et à droite, le 0,5 ml avec des aiguilles de 8 et 12,7 mm et enfin donc le 1 ml. Les limites de ces seringues donc restent incommodes, surtout quand on est donc en public, c'est-à-dire on prend des dîners ou bien des déjeuners en famille. Elle est imprécise, elle est douloureuse, et elle est gênante et elle demande beaucoup de temps quant au remplissage de la seringue et donc l'injection de l'insuline. Et il y a des difficultés de prélever la dose exacte. Quant aux aiguilles, elles sont souvent conseillées avec le stylo. L'épaisseur, le diamètre dépend de l'épaisseur du tissu sous-cutané. Pour la population pédiatrique, on utilise des aiguilles de 5 mm avec un diamètre de 0,25. Celles qui sont utilisées par les adultes plus couramment, ce sont celles de 8 mm et celles de 12,7 mm. Donc elles sont un tout petit peu abandonnées vu le risque d'injection donc en intramusculaire. Donc on a le 5, le 8 mm. Il y a une nouvelle génération qui a été donc conçue dans la technologie de la base donc du confort. Ce sont des aiguilles d'une longueur de 4 mm. Elles réduisent le risque de faire l'injection dans le muscle et elles réduisent aussi le risque de se courber. Les stylos à côté des seringues, il en existe deux types, les jetables et les rechargeables. Alors, pour les rechargeables, c'est un stylo qui contient un capuchon, une aiguille, le porte-cartouche, la cartouche d'insuline, le piston, la bague de dosage et le bouton d'injection avec la fenêtre de dosage sur laquelle on peut voir la dose qu'on voudra injecter. À côté donc des aiguilles et des seringues et aussi donc des stylos, il y a la nouvelle génération donc des pompes portables ou externes qui ont pour but donc de mimer le fonctionnement donc du pancréas. Ce sont des injecteurs d'insuline qui fonctionnent de façon permanente et elles permettent donc d'injecter aussi donc des bolus en cas de besoin au moment des repas. Donc vous voyez en bas là une pompe portable donc qui comporte des boutons de commande et de réglage, un écran d'affichage avec le moteur de la pompe et les ondes d'insertion des tubulures et des cartouches. Ces pompes ont l'avantage de faciliter donc l'équilibre donc du diabète, de diminuer de façon importante le nombre et la gravité des hypoglycémies, mais elles ont l'inconvénient d'être encombrantes et d'avoir un impact donc psychologique, surtout quand le dispositif est assez gros. On a aussi la possibilité d'avoir des obstructions du cathéter avec par conséquent des hyperglycémies. Pour les pompes implantables, elles fonctionnent de la même manière qu'une pompe externe, mais avec deux différences majeures. Elles sont implantées sous la peau,
au niveau de l'abdomen et elles permettent de délivrer l'insuline dans la cavité péritonéale. Elles seront programmées par une télécommande, bien un communicateur externe, et elles sont préalablement remplies d'une insuline qui est très concentrée. On a aussi une autre génération de pompes qui est associée, disons, à un système donc, de mesure de la glycémie qui se fait en continu, c'est-à-dire sur les 24 heures. Donc ce contrôle glycémique est constant. Il permet d'anticiper aussi bien les hyper que les hypoglycémies et évitera donc les mesures de la glycémie capillaire et donc évitera aux malades de se piquer à chaque fois qu'il voudra faire une injection d'insuline. Donc les limites de ce dispositif, c'est toujours d'être encombrant, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Ils ont un coût qui est donc assez conséquent. Et donc la mesure de la glycémie au niveau péritonéal, vu que le passage de l'insuline donc sera délivré au niveau de la cavité péritonéale, ça permettra de retarder un retard donc, par rapport à la glycémie capillaire versus donc glycémie péritonéale. Elle nécessite un étalonnage régulier et aussi donc une vérification donc régulière de la glycémie capillaire. Qu'en est-il maintenant des modalités d'injection? Les modalités d'injection donc dépendent du conditionnement. Donc si on utilise donc assez fréquemment, donc ces dernières années on utilise beaucoup plus donc les stylos à insuline. On doit d'abord enlever le film qui protège l'aiguille, donc aligner l'aiguille avec donc le stylo, donc pour pouvoir la fixer, visser l'aiguille sur le stylo. On retire le capuchon extérieur puis le capuchon intérieur de l'aiguille avant l'utilisation. Donc on doit régler donc, le stylo sur 2 unités en tournant le bouton comme vous pouvez le voir sur la photo, sur la première photo en haut et à gauche. On tient le stylo avec l'aiguille en le pointant vers le haut. On essaye de tapoter un tout petit peu le porte-cartouche et on appuie sur le bouton donc d'injection donc pour faire disparaître les deux unités et vérifier que que l'aiguille donc est correctement donc purgée et que le stylo est correctement purgé. Quand vous avez une goutte donc qui va faire saillie au niveau d'extrémité de l'aiguille. Maintenant, si tout est bon, donc on peut donc régler la dose d'insuline qu'on voudra injecter. On la programme, on parle d'injection et on injecte à angle droit et il faut compter donc lentement 10 secondes puis retirer le stylo de la peau. Le choix de la longueur d'aiguille dépendra de l'épaisseur du pli et de la technique utilisée. Donc dernièrement, les dernières recommandations, donc quelle que soit la longueur de l'aiguille, donc surtout les dernières générations d'aiguilles de 4 à 6 mm, elles proposent ou bien recommandent que l'injection se fasse de façon perpendiculaire, sans pli cutané. Par contre, si on utilise les anciennes générations donc d'aiguilles avec donc une longueur qui peut jusqu'à 12,7 mm, l'injection se fera donc sous un angle de 45 degrés avec un pli. Les sites d'injection, que vous pouvez le voir, donc, sont multiples et chaque site d'injection donne une absorption donc, différente de l'insuline. Donc l'insuline sera absorbée de façon intermédiaire si on l'injecte au niveau des avant-bras. Par contre, elle est plus rapide quand on l'injecte dans la région péri-ombilicale. Et elle sera lente si l'injection est faite au niveau de la cuisse ou bien au niveau de la fesse. La résorption donc, de cette insuline, elle dépend pas seulement donc, du site d'injection, mais elle dépend aussi de d'autres facteurs. Donc le type d'insuline, si elle est à pH neutre, elle sera rapidement absorbée. Si elle est d'origine humaine, si le volume que vous allez injecter est faible et si vous massez le point d'injection, donc l'insuline va être plus rapidement absorbée que quand donc, vous avez un gros volume. Quand l'insuline est d'origine animale, donc c'est pas le cas dans tous les pays du monde, donc il n'y a plus d'insuline d'origine animale. Et s'il y a présence d'anticorps anti-insuline. Les dernières recommandations sur la technique d'injection ont eu pour but donc d'éradiquer donc la complication la plus fréquente qui est la lipodystrophie. C'est le fait d'injecter de façon répétée au même endroit qui va entraîner la formation d'une boule de graisse étant donné que l'insuline est une hormone donc c'est une hormone lipidique.
donc elle se résorbe de façon irrégulière et elle permettra, donc elle donnera donc la formation d'une boule de graisse. Et si le malade s'injecte au niveau de cette boule de graisse, donc l'insuline ne va pas passer et le malade donc présentera des épisodes d'hyperglycémie, déséquilibre de son diabète. Donc pensez toujours à détecter la lipodystrophie donc par le simple geste qui est la palpation. La palpation décèlera, permettra de déceler aussi bien les petites lipodystrophies à leur début que les grosses lipodystrophies. Il faut espacer les injections d'insuline de 2 à 3 cm et pour cela donc il faut utiliser un système rotatoire, c'est-à-dire le malade s'injecte dans le siège numéro 1 péri-ombilical pour l'injection de 8 heures, puis de midi il passe donc au site numéro 2, puis celle de 20 heures il passera au site numéro 3. Le lendemain aussi la même chose, il s'injectera au niveau de la cuisse en position 1, et puis vers midi il s'injectera en position 2, et vers 20 heures il s'injectera en position 3. Donc le système rotatoire est très important pour éviter la formation de ces lipodystrophies qui entraînent un déséquilibre du diabète. Le stockage de cette insuline se fera à 4 degrés au réfrigérateur. Après ouverture, elle ne pourra être conservée à température ambiante au-delà de 30 jours. Elle ne doit pas être congelée, elle ne doit pas être exposée à une température au-delà de 36 degrés. Il faut toujours sortir le flacon du réfrigérateur quelques minutes avant l'injection. Donc tout ça, ce sont des recommandations qu'on donne aux patients pour éviter que l'insuline ne soit altérée. Le conditionnement, donc ce sont des flacons de 10 ml ou bien donc des cartouches de 1,5 et 3 ml qui contiennent 100 unités par millilitre, ou bien des stylos à insuline donc jetables qui contiennent 3 ml. Pour les autres voies d'administration, donc qui sont toujours en recherche, c'est la voie donc pulmonaire, donc qui a été déjà évoquée en 1925, mais qui n'a pas abouti vu les contraintes de formulation liées à l'amie donc pulmonaire. On a aussi la voie orale. Donc on a eu de nombreuses difficultés qui sont liées à la protéolyse dans l'estomac, la faible absorption de cette insuline au niveau donc gastrique et la variabilité de la dégradation de la capsule qui va entourer. Pour la voie nasale, on a aussi des difficultés. L'absorption est limitée par la faible surface de la muqueuse nasale. Il y a une importante variabilité, donc vu la quantité donc de mucus qui est variablement produite. Et finalement, le développement de cette voie a été abandonné. On a aussi eu cette alternative qui est la voie transdermique. Mais c'est une molécule de grande taille, elle est relativement complexe, ce qui complique l'administration transdermique de l'insuline. Mais ce sont toujours des essais cliniques qui sont en cours pour finaliser la possibilité ou non d'utiliser cette voie transdermique. Passons maintenant au schéma d'insulinothérapie. Donc on a particulièrement deux principaux schémas. On a le schéma basal, on a le schéma basal prandial et on a le schéma basal bolus. On a les pompes à insuline et on a la classique insulinothérapie fonctionnelle. Donc l'insulinothérapie à une injection, donc c'est un patient diabétique type 2 qui prend son hypoglycémie orale ou principaux au repas et qui recevra une injection d'insuline le soir à 20h ou bien à 22h. Le schéma insulinothérapie à 2 injections, c'est un patient qui reçoit 2 insulines semi-lentes, qu'elles soient monophasiques ou biphasiques, type semi-lente monophasique MPA. Le patient rapide, à 8h et à midi, une injection d'une semi-lente biphasique à 20h. Le schéma à 4 injections, c'est un schéma fait de 3 injections de rapide 8h, midi et 20h, et d'une insuline semi-lente, monophasique à 22h, ou bien une insuline lente. Donc, les schémas d'insulinothérapie qu'on peut proposer chez le patient diabétique de type 1, c'est d'avoir une insuline basale qui couvre les 24 heures. Donc, ça permet de mimer la pompe à insuline avec 3 bolus d'insuline rapide à 8 heures, à midi et à 20 heures. Deuxième schéma, c'est l'utilisation de 3 analogues de rapide au moment des principaux repas, avec un analogue lent, à 8 heures ou bien à 20 heures. Autre schéma qu'on peut proposer chez le diabétique type 1, c'est 3 analogues rapides avec 2 analogues lents quand le malade est très déséquilibré.
Donc ce schéma donc basal bolus a pour but donc de mimer la physiologie de la sécrétion de l'insuline, donc il permettra un meilleur contrôle glycémique et ça nous permettra aussi d'adapter les doses en fonction des glycémies. Mais donc il a l'inconvénient de demander beaucoup de contrôle glycémique et donc de recourir à plusieurs injections d'insuline. Chez le patient diabétique type 2, on peut proposer aussi un schéma d'insulinothérapie, le schéma bedtime. Donc le malade prendra ses antidiabétiques oraux donc, au courant des principaux repas et une injection d'insuline lente le soir. Le deuxième schéma qu'on peut proposer, c'est le patient prend ses antidiabétiques oraux et on le couvre par un analogue lent de l'insuline. Donc ce schéma est pratique, il est simple, donc il est bien accepté par le patient. Il permettra de contrôler la glycémie à jeun avec l'injection de cette insuline lente le soir. Il permettra une moindre prise donc pondérale, mais il n'est pas efficace qu'en cas de capacité sécrétoire endogène encore assez importante. Pourquoi? Parce que donc on aura toujours recours au traitement oral. Et ce traitement oral nécessite la présence d'une réserve en insuline, donc même si elle est amoindrie, mais elle est toujours donc suffisante. Et on couvre le patient avec une dose d'insuline le soir. On peut proposer à ce patient diabétique type 2 aussi 3 analogues rapides et avec associé un analogue lent. Quand le déséquilibre glycémique est important, on arrêtera les antidiabétiques oraux et on passera à une transitoire. On peut proposer aussi 3 mélanges donc d'insuline. Donc ces schémas se rapprochent de la physiologie qu'avec une injection qui est l'insuline bedtime, meilleur contrôle glycémique, mais donc l'inconvénient c'est d'avoir 2 ou 3 injections au lieu d'avoir une par jour dans le schéma bedtime. Quelles sont les indications et les objectifs de l'insulinothérapie? Donc l'insuline doit être initiée chez tout patient diabétique type 1 d'emblée. Donc c'est le seul traitement donc, du diabète de type 1. Elle doit être initiée au cas de diabète gestationnel et chez les patients diabétiques type 2 en cas d'échec au traitement oral, de façon transitoire ou bien parfois d'emblée si le patient présente un déséquilibre glycémique déjà dès la découverte de son diabète, donc très important. Dans le diabète type 2, l'insulinothérapie va être proposée de façon transitoire lors d'une pathologie intercurrente, avant toute chirurgie, donc pour permettre une cicatrisation post-opératoire, après un infarctus, donc après un IDM, en cas de neuropathie sévère et en cas de déséquilibre important et chronique. Et elle sera proposée de façon définitive quand il y a des signes d'insulinopénie absolue, quand il y a un déséquilibre malgré la diététique, l'activité physique et les antidiabétiques oraux à posologie maximale, et enfin s'il y a des contre-indications aux antidiabétiques oraux. Les objectifs de cette thérapeutique, qui est l'insulinothérapie, dans la prise en charge du diabète, c'est d'avoir aussi bien un taux d'hémoglobine glyquée correct à l'objectif et parallèlement d'avoir donc le moins d'épisodes. Selon l'American Diabetes Association en 2017, reconfirmé en 2018, les objectifs de tout patient diabétique en dehors du diabète gestationnel, c'est d'avoir un taux d'hémoglobine glyquée sous insuline inférieur à 7%, une glycémie préprandiale comprise entre 0,80 et 1,30 g par litre, et une glycémie postprandiale inférieure à 1,80 g par litre. En conclusion, de nombreux progrès, comme vous l'avez vu, en termes d'insulinothérapie ont été faits au cours de ces 60-70 dernières années. On est passé de l'insuline porcine, l'insuline bovine à l'insuline humaine et dernièrement aux analogues de l'insuline. On a modifié aussi les modes d'administration. On est passé donc des aiguilles à type de trocar vers des stylos à insuline avec des aiguilles qui ne dépassent pas donc les 4 mm. On a amélioré l'autocontrôle glycémique et on parle même donc dernièrement donc de ce dispositif qui est formé aussi bien de la pompe à insuline que d'un lecteur donc de glycémie en continu. Tout ça pour avoir quoi? Donc tous ces progrès donc, ont permis donc, d'améliorer l'équilibre glycémique et limiter le risque des complications chroniques. Ils ont permis aussi d'améliorer la qualité de vie du patient diabétique. Le patient diabétique des années 80 n'est pas le patient diabétique des années donc, 2020. Je vous remercie.